Bonjour. Alors, moi, je suis organisateur, normalement. Enfin, bon, c'est arrivé un jour. C'est pas grave d'être organisateur, hein. Enfin, moi, j'étais vraiment dans le cambouis, quoi. Et j'habite Carmont, une ville qui n'a pas la culture de la culture. Et quand on était jeune, on était à la rue et on s'ennuyait pas mal. Bien sûr, il y avait la mine, le sport, le rugby, les bars. Il y a beaucoup de bars. On est né vraiment dans la rue, on était plutôt des modes à l'époque, hein. Et puis on voulait surtout pas avoir le destin de nos parents, c'est-à-dire travailler à la mine. En fait, on était plutôt enragés de tout ça, même de la politique, hein. Même si vraiment on a compris plus tard qu'on s'inscrivait à ligne droite de gens comme Jean Jaurès. Et on n'avait pas vraiment compris, mais ça nous avait pénétré. Tout ça pour dire qu'en fait, on l'a vécu viscéralement en invitant des artistes comme qui pouvaient aller de Léo Ferré à des gens comme Berrurier Noir, d'ailleurs ça n'a rien à voir, mais qui toujours étaient très très engagés. Moi j'ai eu une éducation, je n'en ai pas eu d'éducation musicale, mais j'ai commencé par la musique classique et je n'étais pas spécialement attiré par le rock, ce qui a fait qu'assez vite, les coïncidences existent ou n'existent pas. Je suis tombé sur Hard Oil un beau jour de décembre et j'ai commencé à m'intéresser à ces musiques du Nord. Je dis du Nord parce que nous on était au Sud. Et je suis monté à Valenciennes et j'écoutais ce groupe et je suis tombé fou amoureux. Et j'ai commencé à monter des tournées d'Hard Oil. Ça explique un petit peu les origines de rock in opposition à Carmont, puisqu'on s'est vraiment appuyé sur ces musiques qui étaient des musiques assez sombres au départ, ce qui a fait un petit peu notre caractéristique. On rigolait pas trop, quoi. On était dans une ville minière, on n'avait pas tellement de sujets de... Enfin voilà. Et en fait, c'est ce qui collait à la personnalité de la ville, c'est-à-dire une ville assez dure, hein. Et on a construit notre culture tout seul, sans argent, sans absolument rien. On a un petit peu commencé à faire des concerts où il fallait tout faire, afficher, trouver l'argent, monter les sonos, etc., etc. Alors c'est vrai qu'on a eu des... Chaque fois, je veux dire, ce qu'on recherchait, c'était le rapport à l'artiste. Et avoir une vraie histoire avec l'artiste. Et on a prolongé ça pendant des années. Par exemple, présent, ça a été à peu près pendant 30 ans, à partir du premier concert, et jusqu'aujourd'hui, puisque le dernier album sortira en 2024. On a une relation vraiment personnelle avec les artistes, ce qui nous motivait, puisque ce n'était pas notre métier. Tout le monde était bénévole. Moi, j'ai assuré la direction artistique de l'ASSO pendant 45 ans, on ne gagnait pas un centime là-dessus. Après, je suis devenu chargé de mission rock, c'était sur mon premier contrat à l'âge d'adulte. C'était très bizarre parce que je me mettais à faire des choses que je faisais gratuitement en étant payé. Et puis on m'a mis un bureau et puis en gros on m'a dit vas-y, fonce. Voilà, le rock in opposition sort un petit peu de cette époque de 76 où j'ai découvert Hard Zoid. Le premier concert de Magma à Carmont en 75, dans la formation que vous avez vue avec Lockwood et Paganotti, la tournée Concertos. Ah, je m'étouffe, je me dessèche. C'est vrai qu'à Zarbre, il y a un climat, c'est ça. Bon, excusez-moi. Merci pour le gin, Pierre. Où j'en étais? Ah oui, alors c'est un concert où les gens sont arrivés, il y avait 250 personnes, je m'en rappelle, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup pour des gens qui ne connaissaient absolument pas Magma. Et ce qui était extraordinaire, c'est que les gens ne connaissaient pas Magma, ils se sont assis et à la première note, ils ont rattrapé leur chaise, ils n'ont pas lâché leur chaise. Ça a été un voyage incroyable, et c'est le genre de concert qui vous marque à vie et qui vous fait dire la musique c'est ça quoi, la musique ça peut être un voyage extraordinaire, ça vous projette, et tout d'un coup c'est une éducation musicale qui se fait, c'est un peu comme avec Soft Machine. Moi j'ai écouté Soft Machine pendant 6 mois avant de pouvoir entrer dans le Ferd,
Mais une fois que j'étais rentré, ça m'a ouvert un univers musical absolument extraordinaire, au jazz, entre autres. Moi, j'aimais pas le jazz, mais j'aimais pas le rock non plus. Alors ça explique aussi ça, parce que, je veux dire, le rock in opposition, ce n'est ni du rock, ni du jazz, ni du classique, surtout pas de la chanson. Il peut y avoir des vocaux, des chœurs, surtout pas de chanson. Enfin, je veux dire, il y a tellement de gens qui organisent des concerts de chansons, de variétés. Je reprends le terme de Léo Ferré qui disait « Je ne suis qu'un chanteur de variété ». On a une grande histoire avec Léo Ferré qui n'est pas, je veux dire, tellement loin, éloigné de ce qui s'est fait avec le rock in opposition. Roger Trigo adorait Léo Ferré. Il n'aimait pas grand-chose, Roger Trigo. Stravinsky, Ferré, Hendrix, Bourvil. Les Belges adorent Bourvil. Je ne sais pas s'il y a des Belges ici. On parle beaucoup des Belges en ce moment. Bref, en 2007, je crois, alors nous on avait un gros festival qui s'appelait le Summer Festival, qui a eu 24 éditions. Moi je commençais à fortement m'ennuyer sur le terrain des musiques actuelles. Vous savez, les musiques actuelles. C'est curieux comme un terme, ça, les musiques actuelles. Bon, enfin bref. Ou les musiques d'aujourd'hui. Musique vivante, c'est mieux peut-être. Donc, on est revenu à nos premiers amours parce qu'on commençait à s'ennuyer vraiment, et puis ça commençait à trop marcher ces trucs-là. Vous voyez, les concerts de Massilia Sound System, avec 2500 personnes qui fument de l'herbe et tout ça, ils boivent du pasteur. Enfin bon, on a eu marre. Vous pouvez vous mettre à notre place aussi. Donc on est revenu à des choses plus sérieuses, parce que finalement, à Carmont, pour nous, la musique, c'était très sérieux. C'était très sérieux et ça demande un travail. Donc moi, sur la fin de ma carrière musicale, j'ai voulu revenir à des choses qui me touchaient vraiment, et des choses qui finalement n'étaient pas toujours très très gaies, parce que c'était notre quotidien. Et le premier Rock in Opposition est arrivé, et ça a été un truc incroyable. On l'a pensé avec Roger Trigo, qui était allé au Nearfest aux États-Unis, qui est un festival fantastique auquel j'ai assisté une seule fois. Et on a quand même piqué pas mal d'idées. C'est-à-dire, l'idée, c'était qu'il n'y avait pas de cloison entre les musiciens, les artistes, le public. C'est-à-dire qu'après chaque concert, il y avait une rencontre avec les musiciens, et ça, c'était vraiment nouveau, en tout cas en France, une vraie rencontre. Hein. C'est-à-dire que, exactement comme ici, il y avait une centaine de personnes, et les musiciens qui répondaient aux questions des gens, etc. Et les bénévoles aussi, qui étaient complètement intégrés à tout ça. Donc voilà, on avait envie de casser un petit peu les codes, et voilà. Et surtout des musiques qui étaient difficiles, hein, dans le sens où ça demande un travail. Je pense que la musique, ça demande un travail. C'est pas, voilà, ça se consomme pas comme ça. Enfin, ça existe aussi, c'est bien. Hein. Je veux dire, nous, quand on marchait les rues de Carmont, on était plutôt rock'n'roll. Bon, le rock'n'roll, c'est une musique très sérieuse. Hein. Enfin, j'en prends pour témoin Pierre qui est là, qui pourra en parler. C'est très très sérieux, ça vous bousille une vie, le rock'n'roll. Bon, bref. Donc, on a invité d'ailleurs, c'était très étonnant parce qu'on est tombé sur un groupe qui s'appelait Salgavo, c'est un groupe japonais. C'est le premier groupe qui a joué au Rio et c'était absolument extraordinaire. Le son était super. Alors, on avait conçu, moi, dans le cadre de mes missions à l'ADA, avec un ingénieur de Limoges, la salle de Cap Découverte, donc, qui était conçue d'abord pour qu'il y ait deux salles, qu'on puisse faire des concerts petites salles, etc., etc. Les balances se faisant, à chaque fois que les artistes avaient fini, on passait dans une autre salle, la balance se faisait, et on réinvitait les gens à passer à la grande salle, etc. Entrecoupé par des conférences où le public peut avoir accès directement et parler aux musiciens. C'est un petit peu le concept. Et puis, international. La première édition, je crois, a réuni des gens issus de 25 pays. Alors là, on n'a pas compris, hein, parce que, honnêtement, voir arriver des Japonais, des Boliviens, des Américains, ça venait de partout. Il y avait zéro albigeois. Ça se faisait près d'Albi. Il n'y avait pas un albigeois, mais il y avait sur certains festivals un public qui venait de 14 États américains, de Russie. C'est comme ça que j'ai compris un petit peu ce qui se passait en Russie, on en parlera en aparté. Bon, je ne vais pas parler de ça, mais... toute l'Europe, évidemment, Nouvelle-Zélande, Australie, enfin, c'était en termes d'échange, c'était extraordinaire, parce que
pour venir de Boston passer 5 jours à Carmont, honnêtement, il faut aimer la musique. Hein. Il faut aimer la musique. Donc Carmont est devenu une ville de musique. Hein. Ce Carmont qui n'avait pas la culture de la culture est devenu quelque chose d'extraordinaire, un peu comme on était dans le rock, où on était à un moment donné, je sais pas, on travaillait dans une salle des fêtes et les gens appelaient ça le temple de la rock music. On était devenu, même en Europe, hein, les gens venaient de, voilà. Bon, à l'époque, on était plutôt dans un format rock alternatif, hardcore, enfin. On a écouté nos gamins qui écoutaient du hardcore et bon, on a fait du punk à roulette, on a fait des tas de trucs. Et puis des grands groupes français comme Berrier Noir, OTH, Parabellum, etc., etc. En fait, on a eu 10 périodes. Bon voilà, le rock in opposition, il y a eu 11 éditions à Carmont. On a eu un lien qui s'est créé avec le Japon, parce que, et un rock in opposition d'ailleurs qui a été produit en partenariat avec nous au Japon à Tokyo, auquel a participé présent. Donc c'est aussi avec Roger Trigo au départ que ça s'est monté. Après Roger a commencé à avoir des problèmes de santé, etc. Donc j'ai été un peu continué tout seul. Et je dois dire que c'était basé sur, comment dire, c'était surprendre le public, l'amener sur des musiques qu'il ne connaissait absolument pas, remettre en question un petit peu la sensibilité du public, c'est-à-dire passer par exemple d'un groupe, on a fait des groupes de free jazz, après on était sur de la musique contemporaine, on était, en fait, le rock in opposition, c'était surtout inétiquetable. Il se trouve, on le rattache au rock progressif, que le public venait surtout du rock progressif, mais en fait ce n'était pas un festival de musique de rock progressif. Voilà. Que dire le plus? Je sais pas, moi j'aimerais bien, si vous avez des questions, j'aimerais bien y répondre, parce que comme ça, je ne vais pas vous faire la liste de tous les rock in opposition avec les musiciens qui ont joué, qui n'ont pas joué. Je sais pas. Est-ce qu'il y a espoir de revoir peut-être parce qu'il y a beaucoup d'invités. Oui, alors, moi honnêtement, j'étais forcé d'arrêter, parce que j'avais encore la grosse frite, quoi, et comme disent les Belges. Et bon, je crois que j'ai usé mon équipe, hein. Je comprends pourquoi je les ai usés, je les ai vraiment usés. Donc, il y a certains éléments très importants de l'association qui ont arrêté, comme c'était presque une histoire de famille, on n'était pas vraiment dans l'esprit de recruter, c'est une histoire qui a vécu 45 ans avec des gens qui avaient un vrai lien, quoi. Et je crois que c'est ça qui nous a intéressés. On n'était pas des professionnels de la musique ou du spectacle, voilà. C'est vraiment une belle histoire qui s'est passée entre une quarantaine de personnes, au départ la famille, après les amis, et elle a eu une fin. Et je crois qu'il y a des fins à toutes choses. Moi, je l'ai très très mal vécu. On a fait un festival à Lyon et Bourgogne-Jallieu, un festival au Japon. J'ai essayé de l'exporter un petit peu à Bordeaux, entre autres, etc. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de salle, d'équipe qui ait les moyens d'organiser voilà, un festival comme ça. Mais enfin, moi je suis prêt. Hein. Mais je suis un peu tout seul. Mais je trouve que ce qui se passe ici, ça préfigure de quelque chose. Hein, ça préfigure quelque chose et je me rends compte qu'en fait, ces musiques-là sont appréciées à peu près partout. Donc, on n'est pas, comment dire, je sais pas. Peut-être ça peut renaître. Je sais pas. Peut-être au Japon, malgré tout. Ça peut susciter un milieu de musiciens locaux, une scène locale, des gens un peu avertis, pas pro, mais qui jouent. Ah oui, bah oui, de toute façon, on était très exigeants au niveau de la programmation, mais par exemple, ici, dans ce secteur, vers Pau, on a fait jouer Artus. Je ne sais pas si vous connaissez Artus. Beaucoup de groupes français. On a évolué vers une programmation très très française à une époque. Alors c'était toute l'école lyonnaise avec Poil, Pignol, Mi, Marqueur. Enfin lui c'était bon, un germe, mais voilà, parce qu'au départ c'était quand même surtout des groupes étrangers, surtout des groupes japonais.
On a vu des choses extraordinaires. Moi, mes concerts les plus mémorables, c'était Koenji Yakai, c'était Secret Chief, c'était Acid Mother Temple, et Hendrix Puissance 10, quoi. C'est des choses incroyables. Et honnêtement, c'était les gens, c'était très dense parce qu'on avait quand même jusqu'à 7 concerts par jour et des concerts qui pompent un petit peu les neurones. Hein. C'était pas, il fallait, c'était un marathon. Mais voilà, pourquoi pas. Non, je veux dire pas forcément des gens qui tournent, mais des bons musiciens locaux et qui jouent entre eux, qui jamment, qui font écouter les autres. Pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Je sais pas, j'ai oublié plein de trucs, mais il y en aurait pour des heures. Est-ce que tu es déjà allé au festival Crescendo à Saint-Palais-sur-Mer? Non. Non, parce que j'écoute pas de rock progressif. Ah oui, je suis désolé. Non, c'est sûrement très très agréable. Hein. Mais en fait, je vais sur très peu de concerts finalement. J'ai du mal à être surpris. Mais j'espère. Tu es parti un peu aux États-Unis chercher des groupes pour des futures éditions. Tu avais fait un petit voyage comme ça. Oui. Enfin, bon, on était en lien avec Paul Sears, qui était le batteur des Muffins, qui est un petit peu le soft machine américain. On a ramené de là-bas des Dr. Nerve, des Thinking Play, des choses fabuleuses. Hein? Mictron, ouais. Ouais, on travaillait beaucoup avec les États-Unis et le Japon, les Anglais étant plus difficiles en général. Parce que je crois que notre public venait beaucoup de partout, mais il y avait très peu d'Anglais quand même. On avait plutôt des Écossais. Voilà, et les groupes anglais, alors, je veux dire, de toute façon, Henry Cow a déterminé beaucoup de choses. Et donc, on a eu tous les musiciens à peu près d'Henry Cow, sauf dans des formats différents. Et le batteur de This It aussi, qui est un groupe, je ne sais pas si vous connaissez This It. Oui, Charles Edouard. La deuxième édition, il a fait un solo seul en scène qui est assez marquant. Juste peut-être pour te relancer sur le Rock in Opposition, la problématique d'avoir des têtes d'affiche, parce que là on parlait effectivement, idéalement on imagine des festivals où il n'y aurait que des jeunes groupes très créatifs. C'est un ingrédient, mais forcément il faut aussi des têtes d'affiche pour faire venir le public. Donc c'est vrai que pendant toutes ces années, il y a eu la problématique Magma, qu'on faisait venir à peu près tous les... Enfin que tu faisais, je n'étais pas programmateur, mais que tu faisais venir tous les 2 ans à peu près. Il y avait, et puis des tentatives d'ouverture vers des choses différentes comme Arnaud. Voilà, il y avait toujours cette problématique d'essayer de faire remplir la salle quand même, pour qu'il y ait un public qui vienne voir des groupes très peu connus. Il faut aussi des têtes d'affiche, des locomotives. Alors oui, c'est relatif, comme on parle de tête d'affiche. Je veux dire, un groupe comme Koenji Yakai, par exemple, c'est quand même pas, je veux dire, c'est pas très connu. Par contre, des pointures, oui. Bon, on a eu des concerts comme, je pense à Secret Chiefs, c'était le gratte-ciel de 80 étages, quoi. Moi, j'ai pleuré, je pleure pas souvent. Robert, il pleure plus souvent que moi. Là, j'ai pleuré, parce que je veux dire, en fait, être programmateur, pour moi, enfin, ce qu'on appelle un programmateur, ah oui, je voulais vous expliquer ça. Moi, je construisais le Rock in Opposition, il y avait un scénario, en fait. Il y avait vraiment un scénario. Alors, parfois, c'était très logique, en fait, ma logique à moi. Je veux dire, ça allait crescendo, souvent, et j'aimais bien les ruptures. C'est-à-dire, à un moment donné, refaire descendre les gens sur une proposition complètement différente, et ça, cérébralement, je veux dire, ça m'intéressait beaucoup. Et c'était très riche, hein, je veux dire, en Rock in Opposition, il y avait à peu près 10 propositions très différentes. Et l'idée, c'était de faire quelque chose de neuf, parce qu'on m'a souvent dit, oh là là, ils sont que sur des vieux trucs, machin. Les punks me disaient ça, en fait, les punks. Non, je dis les punks parce que moi, souvent, étant donné que j'ai fait jouer 30 fois Magma à Carmont, on me disait, oh l'autre, il aime que Magma. En fait, moi, je ne suis pas fan de Magma du tout. C'est juste le plus grand groupe de scène du monde. Mais moi, je suis pour rien.
c'est une constatation. Quoi. Donc, vous voyez, on a un des plus grands groupes du monde. N'est-ce pas, Robert? Tu me contrediras pas. Sinon, j'aime pas Magma, moi, spécialement. Et présent, voilà, à présent, l'histoire est finie pratiquement. Ça a été, c'est ces groupes-là, Hardzoil, présent, qui moi m'ont accompagné sur ce chemin-là, qui m'ont fait comprendre ces musiques-là, qui m'ont fait comprendre que la musique est importante, que la musique c'est quelque chose de sérieux. Ça peut ne pas l'être, mais pour moi c'est sérieux. Et voilà, ça m'a aidé à être un peu plus sérieux qu'un temps normal de la vie. Quoi. Je prends ça très au sérieux. C'est la devise de Gong finalement, c'est ce que disait David Allen. C'est vrai ? La musique c'est trop sérieux pour qu'on se prenne au sérieux en faisant. Oui, alors ils peuvent le faire, c'est des artistes, mais les organisateurs, ils en bavent hein, quand même. Bon voilà, j'avais à peu près rien préparé, sauf une espèce de dossier que j'ai pas lu, comme d'habitude. Ça me rassure toujours d'avoir un dossier, j'arrive avec un dossier, je me dis si t'es perdu, tu vas lire le dossier, mais en fait, c'est vraiment pénible de lire un dossier. Et en fait, je suis pas habitué à ce genre de truc. En général, je peux parler 5 heures de manière plus naturelle, parce que je ne suis pas très naturel, mais avec 3-4 personnes, après 4 verres. C'est plus facile. Donc bah, vous pouvez lui piller des coups au bar tout à l'heure et vous aurez la suite. Merci de votre attention. Et profitez bien de ce qui vous reste comme événement qu'il faut. Vous voulez dire un mot d'ailleurs, peut-être, présenter le groupe de tout à l'heure? Juste effectivement dire que ne partez pas, le salon du 10 va fermer, il y a peut-être encore 2-3 affaires à faire pour ceux qui le souhaitent. Et à 17h, donc on enchaîne avec la présentation du travail des élèves du conservatoire sur le répertoire de King Crimson. Et ensuite le concert de Sadab Webcam qui viendra clôturer cette journée. Donc restez avec nous, profitez-en, effectivement la buvette est encore ouverte. Et je redis pour ceux que ça intéresse que j'ai juste 2-3 livres avec moi. Donc, si certains sont intéressés par rock progressif ou Canterbury, précipitez-vous, il y en a 2 d'un, 2 de l'un et 1 de l'autre. Merci.